Les débats reprennent au Palais des gouverneurs. Le ton monte encore après quelques temps d'accalmie apparente, majorité présidentielle et opposition divisée sur l'adoption du budget de l'Assemblée nationale gestion 2024 en ce début de la troisième session extraordinaire du Parlement. La représentation nationale adopte les 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA par 72 voix pour et 28 contre. Les voix opposées sont justement celles des députés du groupe parlementaire Les Démocrates, un groupe qui fait bloc contre la procédure d'adoption de ce budget dont l'examen en procédure d'urgence a été demandé par 16 députés et accepté par 57 élus. Les démocrates montent au créneau avec une déclaration à la tribune de l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs celui qui a porté la voix du groupe parlementaire que nous recevons pour vous dans votre émission Zone Franche de ce jour. Habib Worokoubou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Franck Aounou. Bonjour, William Cliquant. Habib Worokoubou, bonjour. Bonjour, Franck. Vous nous direz tout à l'heure, à propos de ce vote de lundi dernier, eh bien, à l'Assemblée nationale, les griefs également qui sont ceux de votre formation politique dans ce processus d'adoption, mais également en qualité de président du comité d'organisation du premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates. Ce sont les 14 et 15 octobre prochains à Parakou. Les Béninois qui nous suivent actuellement ce dimanche ont soif de savoir ce que nous réserve le parti de Boni, et notamment à propos des élections générales de 2026. On dira également un mot sur le déplacement du président Éric Rondeté, accompagné de plusieurs autres cadres et élus démocrates à la frontière du Bénin avec le Niger, aux côtés des habitants et militants sur place. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci d'être avec nous. Habib Worokoubou, que reprochez-vous, je vais aller droit à ce budget qui a été adopté le lundi dernier au Parlement? Merci beaucoup, monsieur Franck. Je dis bonjour aux auditeurs de Canal, bonjour à tous les Béninois. Je crois que je vous remercie de m'avoir invité à cette émission ce matin. Alors, disons que c'est la procédure qui nous pose problème dans l'adoption de ce budget. Pas la cagnotte. Non, pas la cagnotte. Nous, comme vous le savez, disons qu'on s'est opposé à deux niveaux. Premièrement, nous n'avons pas accepté la procédure d'urgence qui nous a été proposée par le président de l'Assemblée nationale. Nous pensons que le budget de l'Assemblée nationale, qui est un outil de gestion qui va couvrir donc toute l'année 2024, on ne devait pas procéder à l'adoption de ce budget-là en procédure d'urgence. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il est important qu'on ait le temps nécessaire. Oui, pour pouvoir l'étudier de fond en comble, de manière à pouvoir apporter les améliorations, les observations nécessaires pour que ce budget-là puisse vraiment être au goût de ce que nous voulons faire pour l'année 2024. Vous imaginez, on vient à une session extraordinaire, on nous distribue donc les documents de ce budget-là et on nous dit, bon, écoutez les gars, c'est en procédure d'urgence que nous allons voter le budget. Nous pensons que qu'est-ce qui presse? Pourquoi on doit aller en procédure d'urgence? Qu'est-ce qui nous chasse? Ou bien y a-t-il quelque chose qu'on cache dedans? Voilà autant de questions qu'on s'est posées. On s'est dit non. La procédure d'urgence, nous avons constaté que lors de la 8e législature, c'est ça qui a cours. Alors, ça conduit à prendre un certain nombre donc, de lois dans la précipitation et l'exécution finit par poser des problèmes. Donc, nous ne voulons pas nous mêler à cela. À cette question, vous avez trouvé des éléments de réponse? Malheureusement, nous n'en avons pas trouvé et c'est la raison pour laquelle, quand il était question donc de voter, ça, nous avons voté non. Mais puisqu'ils ont la majorité, alors la majorité l'a emporté. Mais nous avons fait valoir quand même notre opinion là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des circonstances qui amènent, par exemple, à l'adoption du budget de l'Assemblée nationale en procédure d'urgence? Parce qu'on sait que ce sont vos collègues députés, les questeurs, qui ont relevé les éléments qui ont permis à l'exécutif ou à l'appareil administratif de vous proposer un tel budget. Oui. Vous imaginez, nous on n'a rien contre un budget que vous avez élaboré. D'accord?
comme vous le savez, c'est l'expression chiffrée de l'activité qu'on réalisait au cours d'une année. D'accord? Donc, ce budget est voté en ressources, en dépenses, tout ce que vous savez. Alors, il est important de pouvoir lire entre les différentes lignes pour savoir à ce niveau qu'est-ce qu'il y a, à tel niveau qu'est-ce qu'il n'y a pas. Rien que le fait de les lire peut vous prendre 5 heures pour parcourir tout le budget. C'est un document d'au moins plus de 300 pages. Et en moins d'une heure, vous demandez à quelqu'un de lire ça. Vous voulez qu'il bâcle le travail alors que ce n'est pas lui qui l'a élaboré. Je suis un financier, moi je suis financier de formation. Vous ne pouvez pas me dire de lire le budget. Si je veux lire en filigrane et que je dois apporter mon appréciation, je peux le faire très rapidement. Mais lorsque vous me donnez le temps, les appréciations que je vais porter, ça ne sera pas la même chose si je le fais en quelques secondes. Alors, si on vous avait donné tout le temps de la vie pour lire ce document-là, qu'est-ce que ça aurait changé véritablement? Alors, le problème, ce n'est pas forcément ce que ça va changer, mais c'est la compréhension que j'aurai du budget. Je serai en mesure, tout en étant ici, de vous dire, de décliner un certain nombre de lignes de ce budget-là, si j'ai eu le temps de le lire correctement. Je sais que donc, à tel niveau, voilà ce qui va se passer pour le contrôle de l'action gouvernementale, voilà ce qui nous a été proposé. Pour ce qui concerne la Constitution, voilà ce qui nous a été proposé. Je peux le dire en rien de temps. Mais lorsque vous ne me donnez pas le temps de regarder dedans, un outil de travail qui me concerne, je ne suis pas en mesure, quand je n'ai pas ça devant moi, de parler de ça. Ça n'a pas de sens. Mais ils vous ont apporté l'information par rapport au contrôle de l'action du gouvernement. Ils vous ont dit que c'est 300 millions ajoutés à la cagnotte par rapport à la baisse relativement à l'année dernière. Ils ont parlé d'une différence de 266 millions. Vous avez ces informations, même si ce n'est pas vous-même qui les avez lues directement dans le document. Moi, j'ai lu le document, si vous suivez, j'ai eu à faire des observations. Oui, au questeur, j'ai dit beaucoup de choses par rapport à ce budget. En réalité, par rapport au budget, comme je vous l'ai dit, nous avons été contre la procédure d'urgence qui nous a été imposée. On a demandé même qu'on nous donne 24 heures seulement. Qu'on nous donne jusqu'au lendemain. C'est largement suffisant pour qu'on puisse faire nos observations. Puisque l'ouverture de la section d'octobre est fixée pour le 31 octobre. Et les dispositions de la loi voudraient que le gouvernement envoie le budget à l'Assemblée nationale, le projet de budget de l'État général, une semaine avant l'ouverture de la session. L'ouverture de la session, c'est le 31 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre. Et vous nous dites de voter en procédure d'urgence. Pourquoi? On a tout le temps. Pour moi, rien ne presse. Rien ne presse. Secondo, où se situe le grief? Vous avez dit, premièrement, la procédure d'urgence. Merci. Donc, ça, c'est un aspect de la chose. Deuxième élément, donc, étant donné que la procédure d'urgence a été adoptée, alors on donne la possibilité maintenant à la commission des finances. D'accord? Alors d'aller étudier ce budget-là, la commission des finances a demandé 1 heure pour statuer afin de venir faire son rapport. Ça appartient à la commission des finances. Donc je suis allé étudier ce budget-là avec les autres collègues. D'accord? Et on est revenu. Et il fallait faire le débat. On a fait le débat, on a fait nos observations. Mais le problème qui se pose, c'est que depuis le mardi 26 septembre, en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté. Oui. Le décret de transmission à l'Assemblée nationale, oui, un décret de transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du budget général de l'État exercice 2024. Et ce budget est équilibré en ressources et en dépenses à la bagatelle somme de 3 199 milliards 274 millions. Vous imaginez ce que ça veut dire? Dans la logique, l'Assemblée nationale doit d'abord adopter son budget, son projet de budget qui concerne l'Assemblée nationale. Et ce budget doit être transféré au ministre de l'économie et des finances à l'effet de l'intégrer dans le budget général de l'État. Et c'est suite à cela maintenant que ce projet de budget de l'État sera transmis maintenant à l'Assemblée nationale au fait d'examen et vote. Le 26, le gouvernement a déjà transmis formellement, selon le relevé de décision du Conseil des ministres, ce document qui a été équilibré. C'est le décret qui a été adopté, non? Est-ce que c'est vraiment l'acte? On n'a pas pris les documents comme ça pour aller déposer sur la table de Vlavonou? On n'a pas besoin de prendre les documents pour aller déposer sur la table de Vlavonou. Ce projet de budget qui a été adopté est déjà arrêté
en recettes et en dépenses. Peut-être que c'est C'est une équilibré. perspective économique. Ce n'est pas une perspective, je vous donne le document. C'est un document de l'État. La question, ça veut dire que si on est sérieux, c'est que le budget qu'on est en train de voter à l'Assemblée nationale n'a plus sa raison d'être. Oui. Il n'y a plus de raison qu'on vote un autre budget parce que dans le budget général de l'État, on aurait déjà attribué un budget à l'Assemblée nationale. Et ce budget n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. Ça pose un problème. Moyen de réintégrer son budget. Ce n'est pas on a les moyens de réintégrer, c'est une question de procédure. L'article 144 de notre règlement est clair là-dessus. L'Assemblée nationale vote son budget et transmet. C'est clair. L'Assemblée nationale jouit d'une autonomie budgétaire. L'Assemblée nationale établit son budget. Article 141 du règlement intérieur. On ne peut pas s'asseoir, on va nous fabriquer un budget au niveau du gouvernement. Le principe de séparation de pouvoir. Quelle preuve avez-vous que c'est un budget fabriqué par le gouvernement? Le relevé du Conseil des ministres. Ça suffit? Le relevé, ça suffit largement. Et à l'intérieur de... Le relevé du Conseil des ministres qui dit le montant du budget. Équilibré, le budget général de l'État. Et vous avez suivi le porte-parole du gouvernement. est déjà intervenu à plusieurs reprises. On a donné de détails sur ce budget. On a donné des détails sur ce budget de l'Assemblée, à l'intérieur du budget général. Est-ce qu'on nous a donné des détails sur... On n'a pas besoin de donner de budget, on n'a pas besoin de donner de détails. Ce n'est pas nécessaire. Le point ne se pose pas en termes de détails. Cela signifie que quoi? Si vous comprenez, c'est que tout ce que nous allons faire au niveau de l'Assemblée nationale doit être en adéquation avec ce qui était déjà voté en amont par le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas la confiance d'un exécutif qui a deux partis qui ont la majorité à l'Assemblée nationale? Non, ce que nous pensons plutôt, c'est cette relation incestueuse que l'Assemblée nationale a entretenue lors de la 8e législature avec le gouvernement qui est à la base de ce genre de comportement, à notre avis. Sinon, dans une optique de séparation de pouvoir, on ne peut pas s'amuser avec une telle chose. Ce n'est pas normal. C'est une insulte à l'institution qu'est l'Assemblée nationale, à mon avis. Et le président de l'Assemblée nationale ne devait pas se prêter à ces jeux-là. Je suis sûr que lui-même, en son âme et conscience, ne doit pas être à l'aise dans une situation comme Vous en telle. avez discuté avec lui personnellement? Ah, je n'ai pas ce privilège-là. Je suppose que les responsables de mon parti ont eu l'occasion de le faire. D'accord. Alors, vous estimez qu'on vous a imposé une procédure. Le président de l'Assemblée nationale disait ceci: ce budget n'est pas un budget imposé comme un dictat, c'est nous-mêmes qui avons fait les documents qui ont permis d'élaborer ce budget que nous vous avons présenté. Ça, c'est Louis Vlavonou qui le dit. Quelle est votre réaction? Oui, je crois que dans une certaine mesure, Louis Vlavonou peut être de très bonne foi parce qu'il n'est pas un novice dans le domaine. C'est pas que Louis Vlavonou, le président Louis Vlavonou ne connaît pas le processus d'élaboration du budget, ne connaît pas le processus, non, il sait. Il connaît très bien. Mais la question qu'on se pose, comment se fait-il que l'État adopte un projet de budget et depuis le 26, d'accord, décide d'adopter un projet de budget qu'il transmet à l'Assemblée nationale pour examen et vote pendant que l'Assemblée nationale n'a pas encore voté, n'a pas encore statué en plénière sur son propre budget. Ça pose un problème, c'est tout ce que nous disons. Et les travaux en commission, vous êtes de la commission des finances. Oui. Avant d'inscrire, par exemple, à l'ordre du jour de cette plénière, de cette session-là, normalement, donc vous comprenez d'où vient en commission, vous auriez discuté. Normalement, vous êtes de la commission des finances, dites-nous tout. Honorable. Non, au niveau de la commission des finances, ce n'est pas de ça que nous discutons à ce niveau-là. Nous discutons des réalités du document. Les réalités du document, nous on s'est parlé au niveau de la commission. On a dit ce qu'il faut dire au niveau de la commission. Nous allons dans le fond du document. Et au niveau de la commission des présidents, nous n'avons rien à reprocher de particulier au document qui nous a été présenté. Nous l'avons dit. D'ailleurs, le questeur, je le félicite, il a fait un très bon travail. Je le lui ai dit que son travail est bon. Aussi bien ceux de l'opposition que de la mouvance, nous tous, nous avons reconnu que notre cher collègue a fait un très bon travail. Rabiou, que je salue au passage, il a fait un très bon travail. Mais ce n'est pas une raison pour violer la procédure. On ne l'accepte pas. C'est ça. C'est tout ce que nous reprochons. Sur la question de la procédure, étiez-vous les seuls députés de l'opposition, députés démocrates,
a fait cette observation au sein de l'hémicycle? Vous étiez les seuls? En tout cas, pour ce genre d'observation, il ne fallait que des députés de l'opposition pour le faire. Pensez-vous qu'un député de la mouvance pourrait le faire? Après, si un d'entre eux peut le faire, allez, on lui donne l'occasion, il n'a qu'à le faire, on va voir. Vous avez écouté Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain. Oui. Il est fort belle là-dessus. Cet accent que vous mettez sur la procédure, c'est du dilatoire, c'est pour vraiment incriminer ce qu'il ne faut pas. Que lui répondez-vous? Parce que dans les vidéos que j'ai suivies, je ne vous ai pas vu, Parti les démocrates, répondre à cet argument d'un président de groupe parlementaire, donc quelqu'un qui assiste à la conférence des présidents. Merci beaucoup. Et vous savez, Hassan Seibou, que je respecte beaucoup, avait intérêt à se prononcer sur les éléments que nous avons évoqués. La question, c'était de savoir si, effectivement, le 26, lors du Conseil des ministres, le gouvernement a-t-il adopté un projet de transmission à l'Assemblée nationale, d'accord, du projet de budget exercice 2024. Toute la question est là. Est-ce que c'est fait? Est-ce que pour que le budget de l'État exercice soit transmis encore, est-ce qu'un autre décret sera pris par le gouvernement? Toute la question est là. Il ne s'agit pas qu'il bavarde, il pense qu'il est en train de bavarder. Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes devant les faits là. Nous sommes devant les faits. Il y a des habitudes qui ont la peau dure. Il est important, à notre avis, maintenant que le Parlement, la 9e législature n'est pas la 8e législature, qu'on corrige un certain nombre d'habitudes. Il ne bavarde pas certainement, il a donné son opinion, il a dit ce qu'il pensait de vos observations, de ce que vous-même vous avez relevé comme ce que vous considérez comme insuffisance. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Mais la seule chose, on pose un problème précis qui nous dise si le gouvernement, le 26 septembre, d'accord, a adopté un décret transportant transmission à l'Assemblée nationale du projet de budget général de l'État, exercice 2024. S'il l'a fait, ça veut dire que le budget a déjà été arrêté. Maintenant, l'article 145 est clair. Le budget de l'Assemblée nationale fait partie intégrante du budget de l'État. Le budget de l'Assemblée nationale fait partie intégrante du budget de l'État. Le budget de l'État est adopté et pendant ce temps, le budget de l'Assemblée nationale n'est pas encore adopté. Vous comprenez ce que nous disons? Est-ce que vous, qui êtes membre de la Commission des finances, n'avez pas la possibilité, par exemple, de demander, au-delà du relevé du Conseil des ministres, le décret adopté pour voir peut-être s'il y avait déjà chiffré? Un budget, vous avez vu, on a dit le budget de l'État est arrêté. À quel montant? C'est arrêté, mais est-ce que c'est adopté? Il y a un problème de terminologie, non? Quand c'est adopté, vous qui l'a adopté au Parlement. Au Parlement, oui, mais le gouvernement a donné les chiffres. Le gouvernement a arrêté son budget. Vous comprenez? Je vous explique alors. Oui. Ça signifie que quoi? Nous avons les ministères. On a 20 ministères par exemple, 8 institutions de l'État. D'accord? Chaque institution de l'État propose son budget et envoie au ministre de l'économie et des finances qui dit, ministère de l'agriculture, c'est 2 milliards. Ministère de la Santé, c'est 800 millions. Ministère, la Cour constitutionnelle, c'est 300 millions. C'est 400 millions. Assemblée nationale. Si on lui donne une valeur et que l'Assemblée nationale n'a pas encore adopté son budget, ça veut dire que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a envoyé la valeur que vous avez donnée. Ça veut dire que c'est vous qui avez donné cette valeur-là. C'est ce que nous disons en réalité. C'est tout le problème. On peut faire des ajustements, non? On peut faire on ne refuse pas. On peut tout faire. D'accord? Mais reconnaissez que c'est une faute. Ça ne se fait pas. Vous imaginez? C'est nous les membres de l'opposition qui sont en train de dénoncer cela. Si c'était la 8e législature, ça passerait comme une lettre à la poste. C'est comme si rien ne s'était passé. Et c'est pour ça que nous voulons attirer leur attention. La 9e législature, ce n'est plus la 8e législature. Les choses ont changé. Lorsqu'on met dans la balance ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas, il y a un déséquilibre, non? On a l'impression que vous êtes dans un jeu d'éternelle opposition à la dynamique non, pas du tout. Vous savez, nous tous, nous avons intérêt à ce que tout marche dans ce pays. Ouais. Alors, la seule chose que nous voulons, nous-mêmes, on est assis pour dire que nous sommes dans un régime démocratique.
D'accord? Et l'un des principes de ce régime-là, c'est la séparation des pouvoirs. Pouvoir législatif de son côté et le pouvoir exécutif de l'autre. Que chacun joue sa partition. C'est ce qu'on demande. Que l'autre ne joue pas le rôle de l'autre. Qu'on ne fabrique pas un budget pour l'Assemblée. Pour nous, dans notre lecture, un budget a été fabriqué pour l'Assemblée nationale. C'est tout ce que nous disons. Bon, on vous connaît. Mais dans la réalité, oui. Vous nous connaissez? Oui, allez-y au bout de votre idée. Sinon, je voulais dire qu'on vous connaît habitué des batailles juridictionnelles. Est-ce qu'on va s'attendre encore à ces défilés devant la Cour constitutionnelle? Non. Vous n'irez pas là-bas cette fois-ci? Non. En fait, tout ce que nous faisons, c'est pour la bonne marche. Oui. Il ne faut pas que une partie dise, bon, je suis très fort, j'écrase les autres. Non. On dit, il y a un minimum quand même qu'il faut respecter. C'est tout ce que nous disons. Ce pays-là, on n'a pas intérêt à chaque instant. Si nous y allons, c'est pour que quand même, on ait des jurisprudences, on ait des décisions de justice. Parce que ce n'est pas forcément mauvais. Parce que ce que nous faisons, ça ne bloque pas, ça n'arrête pas le processus. Mais nous sommes dans une démocratie et nous apprenons tous les jours. D'accord? On veut prendre les bonnes habitudes. Oui, les bonnes habitudes. Et c'est des pratiques qu'on s'habitue à ça. Et une fois que excusez-moi, tout va bien se passer, c'est tout ce que nous voulons. Après tout cela, vous avez fait des observations, vous avez fait des déclarations, vous êtes opposé au vote du budget. Après avoir fait les observations, ça y est, on peut aller là et corriger ce qui doit aller. C'est ce qui a lieu de faire. Ce qui est important, c'est qu'on soit capable, tout au moins pour l'intérêt, que chacun, nous avons des compétences en notre sein. Que chacun puisse apporter sa compétence là pour améliorer, pour donner au moins, faire en sorte que ce budget-là soit quand même bon. De toutes les façons, nous sommes convaincus. Ce n'est pas parce que nous, on n'a pas voté que le budget ne sera pas voté. Mais si ça doit être voté, il faut que ce qui sera voté là soit au moins bon. Et on a fait ce travail-là pour que ça soit bon, même si ce n'est pas nous qui l'avons voté. Parce que ça nous sera appliqué. Donc, nous avons fait le travail qu'il faut pour que nous puisse apporter toutes nos observations pour que ce budget-là soit bon. Et nous l'avons dit, le budget est bon. Vous avez intégré, ils ont intégré la commission, je veux parler de la commission dont vous êtes membre. Est-ce que les remarques que vous avez faites ou que les autres députés ont faites en termes techniques et en termes de fond ont été intégrées avant l'adoption par la majorité présidentielle? Oui, les observations ont été intégrées. Lorsque c'est juste, il n'y a pas de raison. Donc un satisfait-il. Tout à fait, nous l'avons dit. Je l'ai dit. Le questeur a fait un très bon travail. Et ensemble, on a amélioré ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut corriger, nous l'avons corrigé. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, nous pensons que c'est la meilleure chose à faire. Nous sommes entre nous, nous tous nous le savons. Alors maintenant, ça va. Mais on pense que quand même, entre nous, il y a quand même des procédures qu'il faut respecter. C'est le respect des institutions. C'est très important. Je suis sûr que mes collègues savent de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Et je suis sûr que même si cela va revenir l'année prochaine, ça ne se passera pas comme ça. Alors, comment vous vous sentez dans ce rôle-là, le parti Les Démocrates, aussi petit soit-il en parlant de votre nombre au Parlement, dans ce rôle-là, en quelque sorte de contre-pouvoir que vous jouez, comment vous vous sentez, vous, vos collègues, quand vous vous retrouvez, vous êtes animé d'une fierté ou c'est un peu dur pour vous d'adopter cette posture-là à l'Assemblée nationale? Je crois que le rôle de chacun de nous, c'est d'apporter sa contribution à l'édifice. C'est de construire ce pays-là. Et nous pensons que, bien que nous ne sommes pas la majorité, nous faisons ce travail-là. Parce que nous savons que ce n'est pas un travail qui est facile. Oui. Et on s'y plaît dedans. Parce que ce que nous disons est juste. Nous ne l'inventons pas. On ne le dit pas pour nuire ou pour faire mal. Non. Nous le disons pour le bien de l'ensemble, pour le bien de la communauté. Nous savons que si nous ne le disons pas, nos collègues ne peuvent pas le dire. C'est à nous de le dire, c'est notre rôle. C'est pour ça que nous sommes là. Donc on dit que vous avez perdu un peu d'ardeur au Parlement, que vous avez descendu d'un cran, le verbe assez fort qui était caractéristique de cette entrée dans la 9e législature. Qu'en dites-vous? Je crois qu'il faut demander à nos collègues si nous sommes descendus de nos piédestals. Nous sommes toujours égaux à nous-mêmes. Oui. Nous restons ce que nous sommes et je crois que nos collègues le savent. Ce que nous faisons n'a rien de méchant. Oui. Il est important que les gens le sachent.
Ce que nous faisons n'a rien de méchant. Mais il y a une culture du silence qu'on est en train d'adopter depuis un certain temps, qui pourrait nous être préjudiciable après. Oui, moi je pense que c'est très important. Et vous pensez que vous êtes assez écouté, vous qui déliez la langue? Nous pensons que nous sommes très écoutés. Parce que je suis sûr, rien qu'à nous voir entrer dans l'Assemblée nationale, je sais qu'il y a des gens qui savent que bon, ils sont là. Et les gens réfléchissent pas 2 fois avant de faire ce qu'ils veulent faire. Ils savent que nous sommes là. Et que... Vous êtes tout fiers de le dire. On ne passe pas du dos de la cuillère. On aura le temps de faire le bilan à la fin de cette législature. Alors, on va changer d'axe de discussion. On va parler de votre premier congrès ordinaire, enfin du parti Les Démocrates à Parakou. Que nous réserve également, enfin, ces travaux-là, ces assises? On parle de 273 délégués autour du thème défi des élections générales de 2026, ensemble avec les démocrates, le peuple à la reconquête de sa souveraineté. Pourquoi un congrès aujourd'hui chez les démocrates? Merci Franck. Je crois que qui vous souviennent qu'en juillet 2020, nous avons créé le parti Les Démocrates. Et ça fait pratiquement 3 ans. Et selon nos tests, nos statuts, après 3 ans, nous avons l'obligation donc d'aller à un congrès pour renouveler nos organes, toiletter nos tests et voilà, tout cet ensemble-là. Donc ce sont les tests qui régissent notre parti, qui nous imposent la nécessité d'aller à ce congrès. Et donc, alors, au moment de la création de ce parti, en 2020, on était dans une situation de confinement à cause du Covid-19. Nous n'avons pas eu l'occasion, lors de l'Assemblée générale constitutive, de faire une sortie grand public. Voilà. On a été confinés donc dans nos 4 murs pour faire notre Assemblée générale constitutive, et c'est ça qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui. Alors, après 3 ans, je crois que nous avons l'occasion maintenant, tout au moins, de nous révéler, si je puis m'exprimer ainsi, au grand public, au peuple béninois, d'accord? Alors, pour nous exprimer, pour que chacun puisse, donc, après 3 ans, dire réellement qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que nous corrigeons, d'accord, qu'est-ce que nous modifions pour les années à venir. Je crois que c'est ce à quoi donc, nous nous attelons à faire à Parakou, les 14 Pourquoi le choix de Parakou? 15. Alors, le choix de Parakou, je crois que on aurait pu choisir Porto Novo, on aurait pu choisir... Parce que Parakou est votre bastion, vous vous sentez mieux loti là-bas? Non, non, non. Vous savez, on est allé à un conseil national il y a 2 mois. Ce conseil national a eu lieu à Porto Novo. Et c'est au cours de ce conseil national que la décision a été prise, que ce soit Parakou. C'est vrai, lorsque vous regardez un peu les résultats des élections législatives, vous allez constater que d'une manière ou d'une autre, le Parti des démocrates a percé dans la 8e circonscription électorale où Parakou est le centre. Il est de bon ton quand même. Le retour de l'ascenseur aux militants. Aux militants. Il faut reconnaître aux militants donc, de la 8e circonscription électorale que lorsqu'on parle du Parti les démocrates, ils sont au cœur de ce parti-là. Donc je pense que ça peut justifier le fait que ce soit Parakou. Bon, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres congrès, on peut le faire donc en Atitengo, on peut le faire ce sera la fête des militants. Nous, on ne peut pas s'en inquiéter. Alors, dites-nous, le plan de résistance, c'est 2026. Parce que le thème est inscrit sur ce sujet-là, 2026, ensemble avec les démocrates, le peuple à la reconquête de sa souveraineté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Merci beaucoup Franck. Et en réalité, comme je l'ai dit à l'entame, c'est le fait de respecter donc nos tests qui nous amènent à organiser ce congrès-là. Mais il se fait que
pour les 3 années à venir, les élections de 2026 s'invitent au cours de cette période-là. Il est important alors, puisqu'on n'aura pas l'occasion de faire un autre congrès avant 2026, où on aura les élections générales, il est donc important qu'à l'occasion de ce congrès, alors qu'on prenne les dispositions idoines pour pouvoir mieux aborder cette échéance de 2026, qui serait l'événement majeur de ces 3 ans à venir. C'est la raison pour laquelle on n'a pas dû passer ça sous silence. Nous l'avons mis comme un élément important sur lequel il faut insister pour alors, dans le cadre de ce congrès-là, de manière à pouvoir donc, voyez-vous, c'est une question de perspective. Conseil national 2026, congrès 2026. Non. Vous avez parlé du... à Porto Novo, si je ne me trompe. Exactement, 2023. Oui, au Conseil national de 2023, d'il y a 2 mois, vous avez parlé de 2026, c'est ce que je voulais dire. Oui. Aujourd'hui, congrès, vous allez parler de 2026. Quelle est la surprise LD pour les Béninois en 2026? C'est quoi ce grand jeu que vous réservez pour les Béninois et qui met déjà le parti en travail, suis-je tenté de dire, pendant qu'on est encore à 3 ans de l'échéance? Merci beaucoup. Comme le dirait l'autre, ce n'est pas à la veille de la chasse qu'on élève le chien. Alors, et comme je vous l'ai dit, pour les 3 ans à venir, l'événement majeur, c'est les élections générales de 2026. Pour un parti politique qui a pour objet d'aller à la conquête du pouvoir de l'État, s'il n'est pas préoccupé par 2026, alors qu'il sorte du jeu. Et c'est la raison pour laquelle, certainement, vous avez compris que déjà, lors du Conseil national, on a parlé de ça. Et au cours de notre grand congrès, on en parlera encore. Alors là, vous êtes vraiment préoccupé, puisqu'on voit votre président d'honneur très actif. Il ne rate pas la moindre occasion de se faire voir, de tirer le drap de son côté, de communiquer au nom des démocrates. Un bon père, non, pour vous, qui fait le travail presque à moitié à votre place. Bon, puisqu'il s'agit de son parti, si vous avez un parti et que vous n'êtes pas capable de travailler pour votre parti, vous feriez quoi encore? Bon, en tout cas, s'il n'existait pas, j'allais demander qu'il existe. Moi, ça m'arrange de le voir en train de faire le travail qui est le sien. Le démocrate profite bien de lui. Bon, lorsque vous avez la chance d'avoir un bon père, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter de mieux? Si vous voulez, je peux vous le passer, il va vous aider. Est-ce que ce n'est pas une façon facile de faire la politique, d'utiliser la popularité d'un homme populaire que nous avons connu pendant 10 ans à la tête du Bénin, de le mettre en avant, qu'il soit sur tous les fronts, qu'il soit aux côtés de toutes les couches touchées par un événement ou l'autre dans l'actualité? Est-ce que ce n'est pas trop facile pour LD de se cacher derrière la figure de Boni Yayi, notamment avec ces différentes sorties? Alors, se cacher derrière la figure de Boni Yayi, je crois que c'est exagéré, parce que vous nous avez vus depuis 2020. Je crois qu'il n'a pas été si tant actif de 2020 jusqu'en 2023. Il est sorti très rarement. Et pourtant. Mais il sortait. Oui, il sortait. Parce que pour un président qui a fait 10 ans, on connaît encore... Est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit à un président de sortir? C'est la phrase qu'on sort souvent quand on évoque le sujet. Oui. Est-ce qu'il y a une interdiction à cela? Tout ce qui n'est pas interdit. Il peut travailler en arrière-plan, non? Vous formez, vous donnez les sages leçons, vous donnez les stratégies pour que vous allez percer sur le terrain. Est-ce qu'il était vraiment opportun pour lui d'être sur tous les fronts en même temps? Vous savez, nous sommes des humains, mais nous ne sommes pas les mêmes. Chacun avec son comportement. Et ce n'est pas lorsqu'on a atteint l'âge de Boni Yayi qu'on va changer ses habitudes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ce que vous lui connaissez, c'est la même chose qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé d'un iota. Et je n'ai pas une baguette magique pour le changer, à moins de le tuer. C'est ce que je constate. Alors, s'il se fait qu'il est de ma chapelle politique et que cela peut me donner un certain nombre de gains, Franck, vous voulez que je m'en passe? Je l'accueille avec les 2 bras. J'aurais bien voulu qu'il soit de l'autre côté, mais s'il est de mon côté, cher Franck, je l'accueille avec les 2 bras.
pas toujours marché pour vous? Est-ce que parfois ça ne vous fait pas perdre des points? Oui, ça nous fait perdre, que ça nous fasse perdre des points. Bon, nous devons savoir aviser. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, si vous regardez un peu, vous allez constater quand même que il y a eu quelqu'un qui fait parler son cœur à des moments donnés. Et il a un contact facile avec le peuple. Même s'il est assis. C'est parce que vous n'avez pas là. Peut-être que vous ne le côtoyez pas. Oui, lorsque si vous allez chez lui, à l'heure où vous parlez là, si on ne met pas un dispositif, les populations vont dormir devant sa maison. Parce qu'il a au moins ce contact facile. Et lorsqu'il a connaissance des problèmes des uns et des autres, il est prêt à apporter sa contribution. C'est tout ce dont il souffre. Et vous savez, malheureusement, aujourd'hui, nos populations vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. C'est une misère ambiante, incommensurable, qui fait que chacun est prêt à faire tout le salarié pour obtenir. Alors, aujourd'hui, à défaut de pouvoir donner, au moins, on peut soutenir les populations. Ils dressent son dos pour garder tous les bébés. Bon, si Dieu vous donne la possibilité d'avoir un dos large, on peut mettre tous les bébés là-dessus. Alors, dites-nous, est-ce qu'on doit s'attendre à la désignation d'un candidat à la présidentielle à venir, ou tout au moins à une initiative de primaire pouvant aboutir à son choix lors de ces congrès-là? Lors de ces congrès, je n'ai pas saisi votre question, frère. Lors de ce congrès, est-ce que vous allez désigner un candidat pour 2026 ou vous allez lancer le processus? Non, je pense que c'est trop tôt, Franck. Puisque vous n'y allez plus avant 2026, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas le congrès qui désigne le candidat. Ce n'est pas le congrès qui désigne le candidat. Ouais. Ce n'est pas le congrès, pas du tout. Le Conseil national va s'en occuper et il existe des structures qui s'occupent spécifiquement de ça. Et ça, en son temps, ce travail sera fait. Dans combien de temps? Franck, vous allez le faire à 1 an, 6 mois. Quand est-ce que les démocrates vont le faire? On est curieux de le faire. Simplement de me suivre. Je vous donnerai toutes les informations. Mais on est là, je suis tenté de vous demander par exemple, est-ce que vous serez candidat, ça on le sait. Vous serez candidat en 2026, les démocrates seront candidats, le parti sera candidat à la succession de Patrice Talon. Mais vous ne voulez rien laisser entrevoir avant ces périodes que nous sommes en train de voir? Pas de mèche, pas de fuite? Dans quel intérêt? Vous avez dit l'essentiel déjà. Forcément, on sera candidat. C'est le plus important. Qu'est-ce que vous voulez augmenter là-dessus? Maintenant, dites-nous, vous avez parlé de renouvellement des instances. Éric Rouneté va être changé à la tête des démocrates. Il ne sera plus le président d'honneur. À quoi va ressembler ce renouvellement? Vous allez souffrir donc que les résolutions du Congrès puissent vous fournir cela. Parce que si je vous dis ça tout de suite, pourquoi on va au Congrès alors, Wilfried? Il y a des initiatives qui prévoient d'en parler tout au moins? Oui, ce qui est sûr. Les organes seront renouvelés. Il y a des personnes qui appartenaient aux organes qui pourraient quitter. Il y a d'autres qui viendraient. Voyez-vous, le Parti des démocrates a assez de militants, assez de personnes ressources, assez de personnes capables de faire le travail. Alors, vous imaginez, ce serait un moment assez intéressant. Hein? En tout cas, ce qui est sûr, on vous prévoit de bonnes choses pour ce congrès-là. Ne vous inquiétez pas. Nous vous invitons. Soyez de la partie. Alors, comment le choix des délégués est fait? Les délégués qui doivent prendre part à ces travaux-là. Parlez-nous-en. Merci pour la préoccupation. Alors, selon nos statuts, selon nos tests, pour être délégué à ce congrès, avant de le dire, je dis voilà ce que il faut que je précise que le congrès aura lieu en 2 temps. Oui. Il y a la phase de lancement. Oui. La phase de lancement à laquelle tous les militants, sympathisants sont invités. D'accord? Sont invités alors pour que le bilan soit fait à l'ensemble des militants. Donc cela se fait grand public. Oui, c'est le moment donc pour tous les militants de montrer leur appartenance au parti. Oui. Alors, lorsqu'on a fini de faire ça à la face du monde, il y a les travaux proprement dits. Et c'est pour ces travaux proprement dits, alors à ce niveau, il n'y a que les délégués qui participent. Qui sont ces délégués qui participent à ces travaux? Il y a d'abord la coordination nationale.
oui, l'ensemble de la coordination nationale, d'accord, qui participe. Outre la coordination nationale, on a 2 membres des coordinations de circonscriptions électorales. On a 24 circonscriptions électorales. Donc, chaque circonscription électorale va désigner 2 membres, hormis le coordonnateur de la circonscription, parce que lui, il est déjà membre de la coordination nationale. Alors, à cela, il faut ajouter maintenant 2 membres de chaque coordination communale. 2 membres de chaque coordination communale. On a 77 communes, alors il faut multiplier par 2. Et c'est cette association-là qui fait le nombre de délégués, ceux qui vont statuer sur les documents du parti. Alors, il est prévu, ça on aura l'occasion donc d'en parler après, les organisations de masse. Les organisations de masse, alors, du fait que toutes les organisations de masse n'ont pas pu être totalement mises en place, pour éviter donc le cafouillage, on a préféré que pour l'instant, on puisse mettre ceux-là en stand-by, sinon ils sont également représentés. Donc, voilà. Certains députés de la majorité présidentielle du parti Union progressiste Le Renouveau, je voudrais dire, on fait une reddition de compte. Est-ce que le congrès pour les LD est le moyen de, pour les 28 que vous êtes à l'Assemblée nationale, de faire le point aux militants au plan national? Oui, je crois que nous avons déjà eu l'occasion de faire ce travail-là. Et ce n'est pas une tribune pour les députés, non, mais pour le parti. C'est une tribune pour le parti, mais pas pour les députés. Évidemment, bien entendu, tous les députés donc, du parti vont participer évidemment au congrès, bien entendu. Et comme vous le savez, il y a des ajustements que nous avons l'obligation de faire parce que l'environnement a évolué. Les données de 2020 ne sont pas les mêmes que les données de 2023. Vous voyez, il y a des ajustements importants que nous devons apporter dans l'arsenal juridique que nous avons et aussi bien que dans les autres éléments. Alors, de 2020 à 2023, 3 ans de parcours, l'expérience que vous avez eu à faire jusque-là, si on vous demandait de faire un point, que diriez-vous? Merci Franck. Et je crois que, qu'on le veuille ou non, le Parti des démocrates apparaît comme un parti jeune, un nouveau parti. Et l'occasion nous a été donnée au cours de ces 3 ans de participer à une seule élection, les élections législatives. Voilà. Et à cette élection, nous avons eu la chance quand même de nous en sortir avec un certain nombre de députés, même si nous pensons que si tout s'était passé bien, on aurait pu avoir plus. Et c'est la raison pour laquelle la question des élections nous préoccupe justement. Oui, c'est vrai qu'ils aient voulu éluder cette question. Je vous assure, Franck, ce que nous avons vécu en 2023, nous nous apprêtons pour que cela ne nous arrive plus en 2026. Vous parlez de quoi? Vécu? Oui. Vous avez été témoin de la façon dont on a géré les élections en 2023. Oui. Où nous n'avons pas, nos militants, nos délégués dans les bureaux de vote n'ont pas pu avoir les procès verbaux. Vous pensez que ça c'est normal? Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses. Nous n'en avons pas les preuves, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce qui peut empêcher les gens de ne pas remettre les procès-verbaux, à ne pas laisser vos représentants participer aux opérations? Vous allez demander aux membres de la Sénat. C'est vous qui le dites. Documents, si on n'a pas rendu les documents caducs en moins d'une semaine des élections, on aurait pu peut-être parler de ça. Une semaine après les élections, les documents sont devenus caducs. Non, mais vous savez que c'est la haute juridiction qui a vidé ce contentieux électoral, justement. C'est la Cour constitutionnelle. Vous savez ce que sont nos juridictions aujourd'hui. Il faut que nous donnons désormais de la valeur à nos instances judiciaires. C'est très important pour qu'on puisse les prendre au sérieux. Mais chaque fois, vous leur faites recours pour vous donner raison, pour vous appuyer sur... Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas autre chose. S'il y avait autre chose, on le ferait. Nous sommes des démocrates, nous sommes des légalistes. Nous n'avons pas le choix que de faire avec ce qui est là. Jusqu'à ce que les gens se rendent compte, d'accord, de l'impasse, ou du moins c'est je ne sais pas comment exprimer. Quand vous y allez, parfois on vous donne raison. Vous sortez gagnant
de certains, disons, bras de fer, entre griffins, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait quand même là-bas. Vous savez, nous comprenons en réalité ce qui se passe. Oui. Et la bagarre que nous menons aujourd'hui, nous, au niveau de l'opposition, nous savons que ce n'est pas notre seule bagarre que nous menons. Oui. C'est la bagarre de tout le peuple entier que nous sommes en train de mener. Parce qu'il y a des gens qui auraient bien voulu faire cette bagarre-là avec nous, mais leur position ne leur permet pas de le faire. Soit dit en passant, est-ce que dans le lot de ceux qui soutiennent aujourd'hui Patrice Talon, il y en a qui échangent avec vous, qui vous confient des choses, quitte à vous de porter ça haut? Ça dit ce qu'ils pensent tout bas, vous les aidez à relayer. Il y a ces accointances entre vous. C'est ça que vous voulez que je vienne dire ici, Franck? Non, mais je ne dis pas de citer des noms, mais est-ce que vous avez de ces échanges-là? C'est possible. Vous en avez ou pas? C'est possible, Franck. Certainement que vous m'avez déjà dit des choses. Vous voulez que je dise ça ici, Franck? Non, c'est une manière de tourner ça. C'est une manière de d'esquiver ma question. Non, je n'esquive pas la question. Au Parlement, je n'esquive pas la question. On entend dire des choses. Écoutez, il y a des amis députés qui nous disent attention, nous on n'est pas d'accord, mais vu notre position, et vous venez de le répéter, c'est pourquoi je vous fais la question. Je dis, mais est-ce que des gens vous approchent pour vous dire dites ceci parce que nous ne pouvons pas le dire? Vous savez, nous sommes suffisamment matures pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. D'accord? Les gens n'ont pas besoin de nous dire. C'est vrai que certaines personnes, par leur position, peuvent ne pas être capables de dire certaines choses. Nous, c'est notre croix. Notre position aujourd'hui nous oblige à dire ce qui ne va pas. Je ne sais pas si vous voyez. Jusqu'à une époque récente, peut-être même, c'est même difficile d'avoir accès à la chaîne de télévision pour dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. On vous a toujours ouvert les portes de... Franck, appelez-moi, je vais venir. Vous comprenez? Je serai là. Alors, c'est déjà heureux. Parce que nous pensons que le combat que nous sommes en train de mener, ce serait porteur. Ce serait pour le bonheur de tout le peuple béninois. Oui. Habibou Ouroukoubou, nous allons aborder un autre pan de nos discussions maintenant que nous abordons les 10 dernières minutes de cet entretien sur Zone Franche. Eric Rouleté à la frontière Bénin-Niger. Pourquoi cette descente? Oui, merci Wilfried. Vous savez qu'à la faveur donc, des sanctions qui ont été prises à l'encontre de notre pays frère, le Niger, alors les pays de l'UEMOA ont fermé leurs frontières par rapport au Niger, et l'un de ces pays, c'est le Bénin. Le Bénin qui a une frontière avec le Bénin. La frontière du Bénin a été fermée donc avec le Niger. Alors, et depuis 7 ans, tous les transporteurs qui étaient soit en route pour le Niger sont obligés d'être bloqués à la frontière au niveau de Malanvé. Depuis près de 2 ou 3 mois aujourd'hui, plusieurs camions, c'est près de 12 km de camions alignés. Oui, qui ne peuvent aller ni devant ni derrière. Ils ont le programme d'aller au Niger et là ils sont bloqués. Ils sont bloqués avec les marchandises qui sont en train de pourrir. Oui, pour les marchandises périssables. Si ce n'est pas périssable, alors si ça doit connaître, ça doit subir donc les séquelles des intempéries, c'est là en train de subir. Mais dans le même temps, la population, c'est-à-dire que les conducteurs, les apprentis, tous sont là aujourd'hui, dans une situation de promiscuité totale, sans abri, sans rien. Voilà la situation que nous sommes en train de vivre au niveau de la frontière de notre pays. Alors on ne peut pas rester insensible à cela. Et c'est ça qui a justifié alors le déplacement alors du président de notre parti pour aller constater de visu ce que les gens sont en train de vivre, ce que nos compatriotes sont en train de vivre dans cette région. Donc voilà ce qui a motivé le déplacement. Et le constat est amer. C'est difficile, les gens sont dans une situation très difficile. Oui, et nous l'avons dénoncé. Vous vous souvenez, on a dit à notre État, vraiment, de ne pas avoir un comportement va-t-en-guerre dans cette situation-là. Et que de réfléchir, parce que nous ne sommes pas les seuls pays de l'UEMOA, on n'est pas les seuls pays de la CEDEAO. Pourquoi nous devons nous précipiter, voilà, pour barrer totalement la voie aux autres? Le Togo est à côté. Le Togo n'a pas eu le même comportement que lui. Le Togo n'a pas de frontière avec le Niger. Pardon? Le Togo n'a pas de frontière avec le Niger. Oui, peu importe. Le Nigeria a de frontière avec le Niger. Est-ce que le Niger a eu le même comportement que nous?
Est-ce que le Nigeria, qui est le président de la CEDEAO, il a eu le même comportement que nous? Donc, nous sommes d'accord. Hein, le problème que ça nous pose, c'est que lorsque ça arrange notre État pose le problème de souveraineté. Oui, d'accord. Mais au moment de... Lorsque ça va arranger le peuple, alors là, notre gouvernement laisse tomber sa souveraineté et agit en fonction donc de la volonté de la communauté. Honorable, ça pose un problème. Honorable Ouroukoubou, est-ce que la démarche n'aurait pas été pour les démocrates, par exemple, d'aller voir les autorités pour s'imprégner mieux de la situation avant de descendre sur le terrain? Quand on voit Eric Rondeté et sa suite à la frontière de Malanville, est-ce que cela ne ressemble pas un peu à de la récupération politique pour se refaire une certaine image, une certaine santé auprès des populations? J'en doute fort. J'en doute fort. Comme vous le savez, le rôle du député, d'accord, c'est de renforcer les relations entre la représentation nationale et les administrés. Là, dans ce cas particulier, il y a une partie de la population qui se trouve dans une situation particulière. Il y a une situation, il y a un problème qui s'est posé. Oui, bien sûr. Il y a un problème qui s'est posé. Et les mieux, ceux qui sont à même de mieux vous l'expliquer, pardon, c'est d'abord les autorités, mais qui en souffrent également. Mais nous le savons, pour ce qui concerne les autorités. Vous savez, depuis combien de mois on a fermé la frontière? Plus de 2 mois. Le lendemain de la fermeture de la frontière, on n'y était pas allé. Nous avons fait des communiqués pour donner notre point de vue par rapport à cela. On a fait des manifestations pour dire qu'on est contre l'intervention de notre pays au Niger. Cette option a été envisagée. Et nous sommes allés jusqu'à dire, avant toute intervention, selon, donc, pour respecter notre constitution, qu'il faut consulter l'Assemblée nationale. Nous sommes allés jusqu'à ce point-là. Donc nous avons déjà eu le temps de dialoguer avec nos autorités. Il n'y avait aucun indice qui prouvait qu'on allait attaquer militairement le Niger. Il n'y avait pas de raison. Vous n'avez pas suivi le président de la République? Il n'a fait que relater les décisions prises par ses pairs lors des assises au niveau de la CEDEAO. Alors, vous savez comment les autorités nigériennes ont pris ça? C'est une déclaration de guerre pour les autorités nigériennes. Vous ne l'avez pas suivi. Le seul pays ennemi du Niger aujourd'hui, c'est le Bénin. Ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas le Togo. C'est le Bénin qui est l'adversaire du Niger aujourd'hui. S'il devait y avoir une intervention, c'est le Bénin qui servirait d'arrière base. Les autorités nigériennes l'ont dit. Et le gouvernement béninois ne l'a pas démenti. On comprend ce discours de Niamey. Il y a eu le démenti du porte-parole du gouvernement sur la base militaire qui serait en train d'être érigée au Bénin. Il y a eu un démenti officiel. À plusieurs occasions d'ailleurs. On a dit que le Bénin servirait de base arrière pour l'intervention. La question de base militaire, c'est autre chose. Base arrière pour l'intervention, c'est autre chose. Si vous avez bien suivi, nos populations sont là. Allez dans la région de Kandi, dans la région de Bemereke, même à Parakou au niveau de l'aéroport, vous saurez qu'il y avait quelque chose qui se préparait. On n'a pas intérêt à mentir aux populations. C'est vrai que l'opération de plus en plus n'a pas la possibilité d'aboutir aujourd'hui, parce que c'était ont dû lâcher du lest. Parce que c'est une aventure périleuse. Si le porte-parole du gouvernement sort à plusieurs reprises et dit que ce n'était pas un projet, en tout cas quelque chose qui se préparait, on ne doit pas s'en tenir à ça et laisser la police. On comprend la réaction le discours de Niamey, c'est pour se victimiser peut-être davantage, c'est pour tirer le drap de son côté, montrer que, en tout cas, quelque chose se prépare. Mais nous, en effet... Est-ce que vous savez que nous avons des populations à Kandi, que nous en avons à Bemereke, d'accord, qui sont en contact direct avec ce qui se passe sur le terrain? Le porte-parole du gouvernement peut dire ce qu'il veut. La réalité du terrain est tout autre. Ceux qui vivent les choses, les réalités du terrain. Vous savez le nombre de cargos qui passent? C'est une question assez sensible pour s'amuser avec, en tout cas pour ne pas être vraiment pointu. Ça regarde le porte-parole du gouvernement. Il est peut-être dans son rôle. Mais ce que la réalité que les gens vivent, c'est tout autre chose. Donc il a intérêt à changer de langage. C'est très important.
Vous avez dit que ce n'est pas une récupération politique, mais Eric Rondeté et sa suite, la députée de la 7e circonscription électorale, bien de gens ont plusieurs fois dit militants. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais aujourd'hui, que proposent des démocrates devant une situation que je veux dire pourrie, une situation où économiquement, socialement, c'est tendu partout? Alors, je crois que, comme vous le dites, vous trouvez que c'est tendu partout. D'accord? Nous le disons, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut décrisper l'atmosphère politique. Nous sommes, on l'a toujours dit, nous sommes demandeurs de paix, nous sommes demandeurs de bonne gouvernance. Qu'est-ce que ça a à voir avec la crise au Niger? Oui, c'est la même chose. Ça a à voir avec la crise au Niger. C'est très important. Heureusement que la crise au Niger est arrivée. Ça a à voir avec la crise au Niger. Vous dites heureusement? Oui. Ça a révélé un certain nombre de choses que nous disons à l'intérieur et que personne ne nous écoutait. Nos propres gouvernants se sont révélés négativement à l'international. C'est ce qui s'est passé. C'est le fruit de ce que nous vivons à l'intérieur qu'on a révélé à l'international. Et vous avez vu la réaction de tous les autres qui ont vu le vrai visage de nos dirigeants. C'est ce qui s'est passé. On dirait que vous vous réjouissez de... Je ne me réjouis pas. Parce que je ne peux pas me réjouir. De la cabale contre ce rôle qu'a joué Patrice Talon. Il n'a fait que porter la parole de la CEDEAO et les gens ont mal pris, puis ça s'est amplifié, ainsi de suite. Chacun a récupéré comme il le peut. On a vu des gens qui s'en sont pris ouvertement à la personne du président pour le simple fait qu'il a porté la parole de ses pairs. Est-ce que ce n'est pas de votre droit également de défendre quand même le président en tant qu'institution de votre pays lorsqu'il est attaqué de l'extérieur de la sorte? La première des choses, c'est de commencer à lui donner les bons conseils. Pour lui dire ce que vous voulez faire, attention. Mais en le défendant d'abord. Parce que c'est d'abord, c'est une institution. Je n'ai aucun mal à défendre mon chef d'État. Aucun mal. Mais ce que j'ai, c'est d'avoir un devoir de vérité vis-à-vis de lui. Pour lui éviter qu'il a subi ce qu'il a subi là. C'est mon rôle. C'est ce que nous, au niveau de l'opposition, c'est ce que nous prenons tout notre temps à faire. Vous imaginez, la question du soja. On a fait des tranchées sur la frontière avec le Togo. Ça rime à quoi? Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, je ne le conseille pas à mon président. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, nos producteurs sont dans une situation de misère qui ne dit pas son nom. Le producteur ne peut plus vendre son produit à un prix rémunérateur. Je suis prêt à faire un certain nombre de débats aujourd'hui. On a dit, on a enfermé, on ne veut pas que le soja sorte parce que nous voulons transformer le soja. Quelle est la quantité de soja qui a été transformée à Glojibé? Est-ce qu'on a pu transformer 10% de la quantité de soja que nous produisons dans notre pays? Non, qu'on réfléchisse dans ce que nous sommes en train de faire. Vous y êtes allé, vous avez pris des notes là-bas? Vous avez des chiffres à nous donner? Tout ce que CIPI fait, nous savons. Il y a des notes, tout ce que vous voulez. Vous savez, on a déjà 2 questions, 2 interpellations au gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, sur la question. Oui, et ne soyons pas surpris. Aujourd'hui, le produit qu'on refuse, il va exporter tout ce produit-là aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucune structure pour transformer ce produit-là à Glojibé. Ça, je défie quiconque. Comme ils disent, il y a des industries qui sont là. Pour transformer le soja en quoi? En quoi on veut transformer le soja à Glojibé? En lait de soja? Hein? En provence ou en quoi? Alors, nous sommes favorables à l'idée de l'industrialisation. On revient au conseil. Si vous étiez donné de dire au président tout de suite ce qu'il doit faire pour juguler cette crise-là, que direz-vous? Ce sera votre mot de la fin. Oui, je vous remercie, Franck. Je crois que nous avons demandé à notre président déjà de choisir la voie diplomatique. De choisir la voie diplomatique parce que la question est extrêmement sensible. Oui, c'est très important et c'est ce que nous allons encore conseiller à notre président, d'utiliser la voie diplomatique. C'est très important. Nous n'avons rien à enseigner à quelqu'un, mais nous sommes des acteurs, nous sommes témoins de ce qui se passe. Et chacun lutte aujourd'hui pour le bonheur de son peuple. Je ne veux pas prendre des dispositions qui vont à l'encontre
du bien de mon peuple. Et c'est ce que nous reprochons le plus souvent à notre président. Nous souhaiterons que le président Patrice Talon écoute son peuple. C'est très important. Il gouverne le pays pour son peuple. Oui, et la voie diplomatique nous semble la voie la meilleure pour aborder cette question-là. Et ce serait dans l'intérêt de tout le peuple béninois. Je pense que c'est toujours possible, c'est encore possible. On peut changer de fusil d'épaule. Et d'ailleurs, ça s'impose à l'heure où nous parlons. L'option guerrière n'est plus possible. Voilà. Abibou Worukobo, il est député, les démocrates à l'Assemblée nationale, député qui est sur ce plateau de zone franche avec qui nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité. D'abord au Parlement, nous sommes allés, nous avons parlé de ce congrès qu'organise le parti Les Démocrates à Parakou. Ce sera pour bientôt. Et puis nous avons également abordé la crise au Niger avec la descente du président du parti Les Démocrates à Malanville et environ pour s'imprégner de la situation. Abibou Worukobo, merci d'être passé dans ce studio. Franck, c'est moi qui vous remercie. William, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Zone Franche.